fait pas le printemps, affirme le dicton populaire. Pourtant, à la campagne, son arrivée coïncide souvent avec un autre signe annonceur de la douceur qui revient. Pour lire cet agréable présage, nul besoin d'être expert en décryptage des mystères de la nature, puisqu'il vient se livrer au cœur même des villages. C'est un petit rien, une silhouette légère et oubliée qui reprend du service sans qu'on y prenne garde. Les hirondelles sont arrivées sans tambour ni trompette. Ces 20 petits grammes de chair et de plumes frémissantes ont pourtant parcouru 5 ou 6 000 kilomètres en quelques semaines, traversé le Sahara et la mer Méditerranée pour retrouver sans erreur les lieux familiers où la plupart d'entre elles reviennent fidèlement chaque année. L'espèce la plus répandue est sans conteste l'hirondelle de cheminée. Les mâles arrivent toujours les premiers et sont aisément reconnaissables aux longues plumes effilées de leur queue. Il semble que cette hirondelle et l'homme fassent habitat commun depuis fort longtemps. L'oiseau occupait sans doute l'entrée des grottes lorsque celui-ci s'y installa. Et au fil des millénaires, de huttes en chaumières, les hirondelles suivirent fidèlement leurs hôtes et leur bétail jusqu'aux étables et aux granges des fermes actuelles. Dès leur arrivée, à peine remis de la fatigue du voyage, la préoccupation principale des mâles est de prendre possession de l'espace disponible et d'affirmer haut et fort leurs prétentions territoriales en chantant à tue-tête depuis des perchoirs attitrés. Autour d'une même ferme, la concurrence est vive et tourne parfois à l'affrontement. Car il s'agit avant tout pour chaque oiseau de s'approprier à l'intérieur de l'étable la plus confortable les meilleurs emplacements pour nicher. Les hirondelles de cheminée adorent s'installer dans les écuries ou les étables à l'ancienne, sombres et pleines de toiles d'araignées, si possible occupées par du bétail, qui joue un peu pour elles le rôle de chauffage central. Certains bâtiments semblent avoir une telle réputation que plusieurs couples s'y installent en même temps, à charge pour chaque mâle de prendre possession le premier d'un des nids de l'année précédente. Quelques jours après les arrivées, les hostilités prennent fin. La loi du plus fort ayant, comme d'habitude, réglé la répartition des fiefs entre les différents belligérants. Chaque mâle possède maintenant un nid et quelques mètres carrés d'espace bien au chaud, dont les frontières sont reconnues et admises par les autres occupants des lieux. Pourvu qu'elles ne soient pas trop modernes, les étables, les granges ou les poulaillers de chaque ferme possèdent ainsi leurs squatteurs attitrés, qui reviennent tous les ans au même endroit. En couple fidèle ou en célibataire, ils retrouvent sans hésiter le chemin précis de leurs anciennes demeures, dont l'emplacement ne change guère au fil des ans.
Pendant plusieurs jours, les mâles titulaires d'un nid passent une partie de leur temps à l'essayer sous toutes les coutures, comme s'ils avaient besoin de se convaincre ou de juger de leur confort et de leur solidité. Parfois, quelques litiges se font encore jour. C'est le cas lorsque le propriétaire de l'année précédente n'admet visiblement pas de s'être fait subtiliser sa place par un petit malin sous prétexte d'un léger retard de vol lors de son voyage de migration. Posséder un nid ou un territoire dans une grange ou une étable est une chose, mais encore faut-il décider une femelle à s'y installer. La persuasion passe pour une bonne part dans l'ardeur des sérénades poussées par les mâles, qui s'égosillent à en perdre haleine à côté de leur coupe de terre. Il est bien difficile de savoir ce qui décide finalement les belles. La voix du chanteur, la qualité du site, le nid lui-même ou simplement la fidélité à un partenaire rassurant connu parfois depuis des années. À ce jeu de séduction, la visite d'une femelle ne vaut pas acte de mariage. Et le mâle doit aussi tenter de convaincre sa future partenaire du confort indiscutable de la résidence qu'il lui propose. À l'intérieur du poulailler, les négociations sont en cours également, mais paraissent visiblement beaucoup plus avancées. Peut-être sont-elles même sur le point d'aboutir, puisque la femelle daigne essayer le nid proposé par le propriétaire des lieux. Trois semaines après leur arrivée, la plupart des hirondelles sont en couple et occupent tous les nids disponibles dans chaque étable ou chaque grange, qui retrouvent alors un peu de sérénité. Cela n'empêche pas quelques regains d'agressivité territoriale de la part de certains mâles, à qui il arrive encore de s'insulter copieusement depuis leur perchoir favori. Les nids choisis par les hirondelles ne sont pas réutilisés tels quels d'une année sur l'autre. En effet, bien qu'ils soient à l'abri, ils se dégradent parfois pendant l'hiver et doivent être réparés ou simplement remis au goût des nouveaux propriétaires. Les matériaux de construction utilisés par les hirondelles sont tout simplement de la boue et des brindilles de paille sèche, trouvées aux alentours immédiats de la ferme. Quelques secondes et quelques coups de bec fébriles suffisent à faire le plein avant de retourner à tire-d'aile à l'étable, pour entreprendre un peu de maçonnerie. La matière première est malaxée et imprégnée de salive dans le bec de l'oiseau, puis déposée sous forme de petites boulettes, régulièrement entassées les unes sur les autres. Les vibrations imprimées par les hirondelles à ce mortier naturel semblent en assurer la cohérence. En quelques minutes, le matériau sèche en se solidifiant et devient extrêmement résistant.
Certains nids sont par contre à peine retouchés. Les hirondelles se contentent simplement de remettre en ordre la couette confortable qui tapisse l'intérieur, ou d'en changer certaines plumes, non sans quelques élégantes hésitations. Pendant 15 ou 20 jours, la construction et le ramassage de boue battent leur plein, à condition toutefois que quelques averses maintiennent le site d'extraction au bon degré d'humidité. Bien souvent, la plupart des hirondelles d'une même ferme s'y retrouvent quelques heures par jour et travaillent avec acharnement. Le couple installé dans le poulailler ne fait pas exception à la règle. Mâles et femelles consacrent la même concentration et la même vibrante minutie à rehausser le bord de leur petit château fort. Au cours de la construction, les hirondelles arment régulièrement leur maçonnerie en y incorporant quelques brindilles. L'exercice semble parfois difficile, surtout lorsque la nature a oublié de vous doter de mains expertes, capables de maintenir en place les éléments récalcitrants. Au milieu du printemps, l'augmentation régulière de la température est une bénédiction pour les hirondelles, car elle favorise l'apparition des insectes qui constituent l'essentiel de leur nourriture. Oiseaux de haute énergie, capricieuses, toujours en mouvement, elles ont un besoin presque permanent de nourriture dans laquelle elles trouvent le carburant nécessaire à leur vie trépidante. De temps à autre, elles abandonnent donc leur activité d'intérieur pour partir en chasse sur de grandes distances, à la recherche de minuscules insectes qu'elles capturent en volant. Les hirondelles ont une vue exceptionnellement développée, qui leur permet de distinguer en plein vol le moindre moucheron. Un bref coup d'aile dévie instantanément leur trajectoire et permet de capturer, bec grand ouvert, la proie convoitée. De jour en jour, au-dessus du troupeau qui rumine tranquillement, les va-et-vient des oiseaux se font de plus en plus rares et un calme inhabituel s'empare peu à peu de l'étable. La raison en est très simple. Les femelles ont commencé à pondre et se préparent à 15 ou 16 jours d'inactivité forcée, le temps de mener à bien la couvaison de 5 ou 6 œufs minuscules et délicatement tachetés. Dans le poulailler, Madame est également au travail sous la surveillance polie mais inutile de son compagnon. En effet, le mâle ne participe pas de manière effective au réchauffement et se contente le plus souvent de simples visites protocolaires. Couver est un art complexe, réservé à la femelle, dont il n'a ni l'instinct ni les moyens. Celle-ci fait par exemple tourner régulièrement ses œufs dans le nid comme sur un petit carrousel. Chacun d'eux vient ainsi à son tour en contact avec une sorte de minuscule radiateur bardé de vaisseaux sanguins placé sous les plumes de son poitrail et appelé plaque incubatrice. La présence du mâle sur le nid du poulailler n'est cependant pas aussi vaine qu'il n'y paraît. Curieusement, en effet, le contestataire du début de saison continue son harcèlement.
Il faut croire qu'il n'a vraiment trouvé aucun site à sa convenance dans la ferme, pour assiéger ainsi le châtelain du lieu qui a fort à faire pour le tenir à distance. Du côté de la grange, le mâle n'a quant à lui aucun problème de voisinage. De temps à autre, il remplace simplement sa compagne durant quelques minutes et ne se fait pas prier pour lui céder la place dès son retour. Lorsque la pluie ou le mauvais temps s'installent, les rivières ou les étangs sont les seuls endroits où les hirondelles trouvent encore quelques insectes à gober. Elles s'y retrouvent en grand nombre, cueillant délicatement au ras de l'eau toutes sortes de moucherons ou d'éphémères venant d'éclore et qui dérivent à la surface. Depuis quelques jours, au-dessus de l'eau ou des prés, les hirondelles passent de plus en plus de temps en vol, tandis que devant l'étable, l'agitation des premiers jours a repris son cours. En effet, les mâles, jusque-là peu concernés par ce qui se passait au nid, relaient maintenant régulièrement leurs compagnes auprès des premiers poussins qui réclament la becquée. À l'intérieur du poulailler, Monsieur Père semble de son côté très perplexe. Ces 4 jeunes viennent tout juste de sortir de leur coquille. À peine couverts de quelques duvets, ils ressemblent plus à des petits vers qu'à de futurs oiseaux. Dès les premiers instants de leur vie, les jeunes hirondelles ont un besoin insatiable de nourriture. Les adultes consacrent maintenant l'essentiel de leur temps à remplir sans cesse ces tubes digestifs vivants et à avaler consciencieusement les résultats de leur digestion, histoire de maintenir le nid à peu près propre. Dans chaque village, des dizaines de nids abritent ainsi une ribambelle de poussins affamés, dont les parents se retrouvent pour chasser sur les endroits les plus riches en insectes. Si elles le peuvent, les hirondelles ne s'éloignent guère des habitations. 2 petites minutes de vol zigzagant suffisent à chacune d'elles pour faire le plein de moucherons et à revenir à toute allure sur leurs nids respectifs pour la distribution. Dès leur plus jeune âge, les poussins sont capables d'ingurgiter des proies très volumineuses qui seront entièrement digérées en un temps record. Les parents répartissent très équitablement leur butin en fonction de l'appétit de chacun, puis restent parfois quelques instants sur le nid pour réchauffer les affamés avant de repartir en quête de nourriture. Dès lors, du matin au soir, les hirondelles ne cesseront leur va-et-vient entre les nids et leurs terrains de chasse favoris. Dans l'étable, cohabitent plusieurs nichés à différents stades de croissance. Plus les jeunes se développent, plus le rythme des nourrissages augmente afin de rester à la mesure des appétits grandissants. L'arrivée des adultes, annoncée par un cri, provoque instantanément l'ouverture du bec des grands gousiers. Tendre le bec est un geste très instinctif qui est parfois déclenché par des stimulations tout à fait inattendues, comme le claquement d'une porte ou le meuglement des veaux.
En quelques jours, pendant que ses congénères s'activaient dans l'étable à nourrir leurs marmailles, le contestataire du poulailler a résolu de façon originale ses problèmes de logement. Il est même parvenu à trouver une compagne, adepte comme lui de l'éclairage intégré. Certes, l'endroit a du charme, mais il manque un peu, disons, d'intimité. Et même lorsqu'on est une hirondelle de cheminée habituée à l'homme, on garde tout de même ses distances. Il suffit simplement de prendre son mal en patience quelques minutes à l'extérieur avant de revenir couver. À 3 mètres de là, à vol d'oiseau, dans la pièce contiguë, les poussins sont devenus de grands enfants turbulents, désormais un peu à l'étroit dans le nid familial. La petite bande n'est pas encore tout à fait prête à quitter les lieux, et surtout à se nourrir seule. Les parents continuent donc à assurer sans relâche le ravitaillement. Entre 2 repas, chacun des oisillons tente de se faire un peu de place. Les plus débrouillards parviennent à se dresser sur leurs pattes et commencent à exercer leurs ailes. À l'intérieur de l'étable, la crise du logement atteint elle aussi un seuil critique dans certains nids. À tel point qu'on peut se demander comment celui-ci résiste depuis des années à cheval sur son fil électrique. Une vingtaine de jours après leur naissance, les oisillons quittent le nid. Dans un premier temps, ils se contentent de s'éloigner de quelques mètres tout en restant groupés. Puis, peu à peu, l'instinct aidant, les essais en vol se multiplient. Tout d'abord maladroits, les oiseaux passeront d'un perchoir à l'autre, avant de se lancer au fil des heures dans des expéditions de plus en plus hardies. 48 heures environ après avoir quitté le nid, les jeunes hirondelles cherchent désespérément la sortie. À cette période, leur maladresse et surtout leur ignorance des embûches que leur réserve l'existence en font des proies faciles pour quelques prédateurs. Le chat du fermier en sait quelque chose, lui qui en croque 3 ou 4 tous les ans. Les jeunes qui parviennent à éviter les crocs du chat ou de la fouine et à trouver la sortie se retrouvent aux abords de la ferme. Ils sont encore incapables de se nourrir et ne s'écartent guère les uns des autres. Les parents reconnaissent leur marmaille à ces cris et continuent à assurer les ravitaillements. Le manège durera encore plusieurs jours, bien que les jeunes hirondelles soient maintenant capables de voler et d'accompagner les adultes sur leur lieu de chasse, parfois assez loin de la ferme. La progéniture de plusieurs couples se retrouve ainsi dissimulée dans la végétation, chaque oiseau guettant avec impatience l'arrivée de ses parents respectifs. À la fin de chaque journée, tout ce joli monde retourne dans sa ferme natale et retrouve la chaleur des granges et des étables où il passe la nuit. L'émancipation définitive de la première couvée ne tarde pas, car les couples entament rapidement l'élevage d'une deuxième nichée en utilisant souvent le même nid. Celle-ci s'envolera dans le courant de l'été.
Lorsque la belle saison finira, la plupart des couples d'hirondelles auront ainsi élevé 8 ou 10 jeunes. Après avoir égayé les granges et les étables du village pendant des semaines, cette joyeuse armée babillante se met en ordre de marche vers le milieu du mois de septembre. Chaque matin, dès les premières lueurs de l'aube, toute la population hirondellienne se retrouve rituellement sur les mêmes fils pour d'interminables palabres doublées de toilettes méticuleuses. Au fil des jours, les attroupements se font de plus en plus nombreux et bruyants, présageant de l'imminence du départ pour la migration d'automne. Au dernier jour de septembre, la fraîcheur matinale est telle que les hirondelles commencent souvent leur journée en se réchauffant longuement sur les toits orientés au soleil levant, avant de prendre leur envol. Bientôt, la température restera trop basse tout au long de la journée pour que les hirondelles trouvent encore à se nourrir. Allié à d'autres avertissements mystérieux, c'est un des signaux qui provoquera un beau matin le départ de toute la troupe en direction du Grand Sud. Certaines ne survivront pas au danger du voyage, mais la plupart d'entre elles seront là au printemps suivant, toujours fidèles au rendez-vous.